Bien, chers collègues, on reprend. Chut. Nous sommes conduits à examiner ce matin une enquête que la Cour des comptes a effectuée à la demande de notre commission sur proposition du groupe La France Insoumise et qui porte sur l'évolution de la répartition des impôts locaux entre ménages et entreprises et déterritorialisation, pas faire de lapsus, de l'impôt. Cette demande avait été formulée sous la précédente législature et l'enquête a été transmise en décembre. C'est M. Christian Charpy, à qui j'adresse mes excuses pour le retard que nous avons pris, président de la 4e chambre de la Cour des comptes, qui vient nous présenter le résultat de ces travaux de la Cour des comptes. Je l'en remercie. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup de nous auditionner ce matin sur ce rapport qu'on a fait à votre demande. Effectivement, ça avait été fait demandé par la précédente législature. Et c'était M. Michel Salah qui était le rapporteur désigné, qui maintenant a été remplacé par M. Mandon, que nous avons rencontré récemment avant la finalisation de ce rapport. Les termes de cette étude ont été définis par un échange de lettres entre le Premier président et la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, l'idée, c'était de regarder les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, la suppression de la CVAE pour une bonne partie et la baisse des bases locatives des locaux industriels, les conséquences sur les entreprises, les ménages, l'État et les collectivités territoriales. Donc c'était un sujet assez large et donc je les prendrai effectivement dans le sens de regarder d'abord les conséquences sur les ménages et les entreprises. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement eu des gains très significatifs pour les entreprises et pour les ménages liés à ces suppressions ou réductions d'impôts. Si on regarde la situation en 2017, les contribuables locaux versaient à peu près 115 milliards d'euros aux collectivités locales, soit l'équivalent de 5% du PIB. En 2023, on est à un peu moins de 100 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB. Donc une baisse significative qui est le produit de deux éléments différents. D'une part, la baisse des impôts directs locaux et en contrepartie, une certaine augmentation des autres impôts locaux, notamment les impôts indirects. Si on prend juste les réformes qui ont été faites, s'il n'y avait pas eu de réforme des impôts locaux, on aurait payé près de 19 milliards d'euros de plus de THRP, puisqu'elle a été totalement supprimée, près de 15 milliards d'euros de plus de CVAE et 4,3 milliards de plus pour les locaux industriels. En gros, la baisse des impôts locaux est équivalent à 38 milliards d'euros qui se sont répartis sur les ménages et les entreprises, j'y reviendrai. Un des points importants que nous était demandé, c'était de savoir s'il y avait eu des conséquences différentes pour les entreprises et pour les ménages. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la répartition des impôts locaux entre ménages et entreprises n'a pas varié entre avant la réforme et après la réforme. Ça reste 56% à la charge des ménages, 44% à la charge des entreprises. Donc un effort qui n'a pas varié entre les deux périodes, avant et après impôt. Si on regarde maintenant chacun des impôts supprimés ou chacune des catégories de collectivités de contribuables. Sur la taxe d'habitation sur la résidence principale qui pesait sur principalement ou quasi exclusivement les ménages, il faut rappeler d'abord que la THRP était un impôt qui était critiqué. Il était critiqué parce qu'il était considéré comme injuste à la fois entre les ménages et entre collectivités. Injuste parce que les bases sur lesquelles cet impôt était assis étaient obsolètes. Elles dataient de 1970. Bien sûr, elles étaient actualisées, mais elles étaient très inégalitaires entre ménages et entreprises, suivant la catégorie de locaux dans lesquels ils étaient. Deuxième élément, c'est un impôt qui était très largement pris en charge par l'État. Le total de l'impôt payé par l'État, c'est à peu près un quart, 24,7%. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait des contribuables qui étaient exonérés, parce qu'ils avaient des revenus modestes, à peu près 5 millions de foyers fiscaux, et qu'il y avait à peu près 9 millions de foyers fiscaux qui étaient en partie dégrévés parce qu'ils avaient un impôt sur la taxe d'habitation qui dépassait 3,44% de leur revenu de référence. Donc, effectivement, ça avait comme conséquence de les dégréver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peu près un contribuable sur deux, soit ne payait pas de taxe d'habitation, soit en payait qu'une partie. Alors, la partie pouvait être significative, mais il y avait une partie de dégrèvement. Quand il a été décidé de supprimer cette taxe d'habitation, je l'ai dit, ça a permis de réduire les impôts de 18,9 milliards d'euros. C'est équivalent à peu près à 1,1% du revenu disponible.
C'est pas négligeable, c'est même relativement important. Il y a 2 points qu'on a mis en valeur. Le premier point, c'est que ce gain a profité davantage à ceux qui avaient des revenus élevés pour des raisons assez simples. La première, c'est que si vous êtes dégrévé ou si vous êtes exonéré, vous ne payez pas d'impôt et donc effectivement la suppression de l'impôt ne change rien ou pas grand-chose. Et deuxième chose, c'est que l'impôt était d'autant plus élevé que le logement que vous aviez était de haute catégorie. Ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'il y a effectivement des effets assez anti-redistributifs et qui ont été particulièrement marqués dans la dernière phase de la réduction, de la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'on a dégrévé ou supprimé l'impôt pour les 20% de foyers ayant les revenus les plus élevés, c'est-à-dire entre 2021 et 2023. Si on regarde maintenant la catégorie des impôts de production, donc qui sont là aussi essentiellement à la charge des entreprises, il y a 2 impôts qui ont été supprimés ou réduits, la CVAE. Je rappelle qu'elle était moins problématique que la taxe professionnelle parce qu'elle ne pesait pas sur les outils de production, mais elle avait quand même quelques conséquences. Elle pesait sur les coûts des entreprises et aussi créait des distorsions entre entreprises. Là aussi, elle était en partie prise en charge par l'État, à peu près aussi un peu moins d'un quart, c'est un peu comme la taxe d'habitation, parce que l'État prenait en charge notamment les dégrèvements barémiques et le plafonnement de la somme CFE-CVE par rapport à la valeur ajoutée. La CFE et la TFPB, ce qui a été fait, c'est qu'on a des bases des locaux industriels qui correspondent à la valeur brute au bilan des entreprises, sans tenir compte des amortissements. Donc ça avait quand même des effets assez négatifs. Deuxièmement, on a en fait réduit les bases de moitié en 2021 parce qu'on n'a pas été capable de faire pour les locaux industriels la même révision que ce qu'on a fait pour les locaux professionnels qui étaient appliqués en 2017. Là aussi, la baisse de ces 2 impôts de production ont eu des conséquences significatives pour les entreprises, avec une amélioration de l'excédent brut d'exploitation de 2,4 points. Là aussi, ce n'est pas négligeable. L'essentiel, c'est la CVE, 1,5 points, et le reste, c'est la CFE. Ça a eu un impact favorable sur les entreprises industrielles, notamment du fait de la réduction des bases des locaux industriels. On a en revanche, comme d'ailleurs pour la taxe d'habitation, pas être en mesure d'analyser les conséquences de l'effet de levier qu'ont eu ces 2 réductions d'impôts sur la consommation pour les ménages ou les investissements pour les entreprises. Voilà, second acteur qu'on a regardé, ou troisième acteur, c'est l'État et les finances publiques. Ce qu'on peut constater, c'est que ces 2 mesures ont eu des conséquences assez considérables sur les finances publiques. Pourquoi? Parce que l'État a décidé, c'était pas obligatoire, mais enfin c'était difficile de faire différemment, l'État a décidé de compenser les recettes aux collectivités locales par 2 méthodes, une affectation de TVA, c'était le cas pour la CVAE, c'est le cas également pour boucler le financement, la compensation de la baisse de la THRP, après réaffectation aux communes de la part départementale, il restait encore de l'argent à compenser, on a mis la TVA pour le compenser. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les collectivités locales bénéficient de plus de 52 milliards d'euros de recettes de TVA, dont 47 milliards au titre des compensations de réduction d'impôts, et que ça correspond à 25,5% des recettes de TVA globales. Il faut se rappeler aussi que l'État n'a aujourd'hui ne bénéficie aujourd'hui que de moins de la moitié des recettes de TVA, puisque l'autre partie est consacrée au financement de la sécurité sociale, même plus largement de la protection sociale. Donc première partie de la compensation, c'est le recette de TVA. Seconde partie, c'était un prélèvement sur les recettes de l'État nouveau pour compenser la réduction de moitié des bases de locaux industriels. C'est à peu près, j'ai dit, 4,1 milliards d'euros. La baisse, c'est 4,3. 4,1, pourquoi? C'est parce que l'État n'a pas compensé les augmentations d'impôts qui étaient décidées par les collectivités locales, mais uniquement les conséquences de la réduction des bases. Nous avons estimé, même si ça a été un peu contesté par les associations d'élus, que le dispositif a été plutôt favorable en termes de compensation pour les collectivités locales, qu'au total, en 2022, on aura un gain de l'ordre de 4,3 milliards d'euros au titre de la compensation de la THRP. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une dynamique très favorable de la TVA en 2021 et 2022. Ce chiffre est calculé, là aussi, en gelant les taux d'imposition. On n'a pas considéré qu'il fallait prendre en compte les taux d'imposition. Et que le gain est de l'ordre de 1,1 milliard d'euros en 2023 pour la CVAE. Il est clair néanmoins que ce gain est moins important en 2023, puisque la TVA était moins dynamique.
On considère néanmoins qu'à terme, le dispositif est plutôt plus favorable parce qu'il n'y a pas de décalage dans la compensation. Ce que touchent les collectivités locales, c'est la TVA telle qu'elle est perçue. Et donc, il n'y a pas le décalage d'un an qu'il y avait autrefois entre l'augmentation des bases des locaux et l'augmentation des taux. Donc, c'est plutôt un gain plutôt pérenne, mais dont le montant peut varier chaque année. Deuxième élément sur les finances publiques, l'impact a été très lourd sur l'État. On estime les baisses de recettes à 38,5 milliards d'euros, se distinguant entre 34,7, ça c'est les conséquences des pertes de recettes des collectivités locales. On en a déduit, on en a pris en compte les effets retour positifs. Si vous baissez les impôts de production, vous avez un bénéfice fiscal plus important et donc de l'IS plus important. À ceci s'est ajouté la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, 3,8 milliards d'euros, qui n'était pas forcément une conséquence inéluctable de la suppression des impôts locaux, même si c'était ramassé, c'était prélevé en même temps. Mais donc, du coup, ça a coûté à peu près 3,8 milliards de plus. Au total, il faut se rendre compte que c'est 25% du déficit public de 2023. C'est quand même pas complètement négligeable. Et que c'est 50% à peu près de la hausse des déficits entre 2017 et 2023. Donc, ces mesures de compensation des baisses d'impôts ont été significatives dans la dégradation du déficit public et que ces compensations de perte de recettes se sont faites finalement essentiellement par l'impôt. Quatrième acteur qu'on a regardé, c'est les conséquences de ces réformes sur les collectivités locales, en prenant chacun des niveaux de collectivités locales et en regardant quelles conséquences ça avait sur leur pouvoir fiscal ou sur la territorialisation de l'impôt. D'abord, les régions. En fait, les régions, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'en fait, ils avaient très peu de pouvoir fiscal, ils n'en ont pas plus avec la réforme qu'ils n'en avaient avant. En gros, sur les 30 milliards de recettes de fonctionnement des collectivités régionales, il y a moins de 10% qui vient des impôts sur lesquels ils ont une marge de manœuvre. C'est les cartes grises, qui est plutôt un impôt en voie de réduction, ou la modulation de la fraction Grenelle de l'assiette sur les produits énergétiques. Mais la THRP, ils ne la percevaient pas, et le CVAE est un impôt national sur lequel ils n'avaient pas de marge de manœuvre. Sur les départements, on considère qu'ils ont désormais des pouvoirs fiscaux quasi nuls. Alors, il y a à peu près 70 milliards de recettes de fonctionnement des départements. 20,4%, c'est des recettes sur lesquelles ils ont un pouvoir de taux. Mais en fait, ce pouvoir de taux est assez factice. C'est sur les DMTO et tous les départements, sauf trois, sont au taux maximum de 4,5% et donc il n'y a plus de marge. Alors, je sais qu'il y a eu dans discussion sur le projet de budget l'idée d'augmenter de 0,5 points, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais donc, au fait, un pouvoir fiscal quasi nul. Sur le bloc communal, les choses ne sont pas du tout pareilles. En fait, le bloc communal a récupéré la part départementale de la TFPB, et donc sur ces 150 milliards d'euros de recettes de fonctionnement, ils ont à peu près un peu moins de la moitié, 46,6%, sur lesquels ils ont une capacité de taux, soit en augmentant les taux, soit en créant des impôts facultatifs. Si on prend en plus en compte leurs recettes tarifaires, sur lesquelles aussi ils ont un pouvoir de décision, c'est à peu près 55,3% des recettes de fonctionnement sur lesquelles ils ont une marge de manœuvre. C'était 58,3% en 2017, donc c'est dans le même ordre de grandeur. D'ailleurs, on constate, et c'est le dernier élément important, que en fait, les communes ont un pouvoir de taux et l'exercent. Alors, les courbes ont l'air assez plates comme ça, sauf la courbe sur la TFPB. C'est normal, c'est parce qu'en 2021, ils ont récupéré la part départementale de la TFPB et donc il y a un ressaut. Mais indépendamment de ça, on voit que globalement, les impôts locaux les taux ont plutôt augmenté sur la période. Pas de manière considérable, mais il y a quand même près de la moitié des communes qui ont augmenté le taux de TFPB dans le mandat 2014-2020. Plus d'un quart l'ont fait plusieurs fois. Et sur le mandat actuel, sur les années 2021 à 2024, c'est plus d'un tiers qui ont exercé leur pouvoir de taux. Au total, ces augmentations de taux d'imposition ont eu un impact de l'ordre de près de 3 milliards d'euros sur les ressources des collectivités locales et donc des prélèvements sur les contribuables. Dernier aspect qu'on regarde, c'est au fond, est-ce que les recettes sont territorialisées? C'est-à-dire qu'est-ce que l'impôt qui est prélevé correspond à des choses qui sont faites sur le territoire?
Ce qu'on constate là, c'est qu'il y a une détériorisation de l'impôt extrêmement importante. Pour les régions, plus de 50% des recettes étaient territorialisées parce que la CVE était assise sur l'activité de la région. Maintenant, c'est 12,1%. Les départements, c'était près de 50%, on est passé à 20%. Là, c'est les conséquences aussi de la suppression de la CVAE et de la TFPB. Et il y a juste le bloc communal qui reste, effectivement, avec une part d'impôt territorialisé supérieure à la moitié. Alors, est-ce que ceci a des conséquences négatives? Nous pensons que ça peut avoir des conséquences négatives pour les collectivités territoriales. D'abord parce qu'il y a une disparition du lien contributif entre le ménage et la commune. Bon, même si j'ai rappelé que la taxe d'habitation, en gros, il y avait quand même près d'un ménage sur deux qui ne la payait pas ou qui ne la payait pas complètement. Enfin, il y avait quand même une partie de lien. Et puis surtout, il y a une situation qui est assez différente entre les petites et les grandes communes. Les grandes communes, il y a peu de propriétaires. Dans les 194 communes de plus de 40 000 habitants, les propriétaires, c'est moins de 50% des locataires, des résidents. Et c'est même moins de 20% dans les très grandes communes. Mais si on regarde globalement, sur les 83% des communes, il y a au moins 70% de résidences principales. Donc il y a quand même un lien, mais qui est uniquement pour les propriétaires et qui concerne uniquement la TFPB. Ça a comme conséquence un risque de moindre encouragement à la construction de nouveaux logements, et ça a comme conséquence qu'une partie des résidents ne participent pas ou participent peu au financement de la vie communale. Sur les régions et les départements, c'est effectivement les conséquences sur les liens avec l'activité économique. Malgré les compétences économiques qu'ont les régions et les départements, également en matière de transport, en fait, il n'y a pas de financement qui sont liés à l'activité. Et donc, ça peut être aussi une moindre incitation à l'accueil des activités économiques. La Cour a fait quelques recommandations. Je précise que ces recommandations ne concernent pas le dispositif fiscal dans son ensemble. Nous ne sommes pas lancés dans une imagination de nouveaux impôts locaux. Ça n'a pas été notre rôle. On considère que ce n'est pas le rôle de la Cour. Par contre, dans le cadre actuel, on a considéré qu'il y avait un certain nombre de propositions qui devaient être faites. 4 propositions importantes. La première, c'était de dire qu'il faut reprendre l'actualisation des bases des locaux professionnels. Il y a une révision sexennale qui doit être faite. Elle n'a pas été intégrée. Il faut vraiment l'intégrer, sinon il y a un risque d'obsolescence des bases et que l'effort qui a été fait en 2017 serait réduit à néant. Deuxièmement, sur les locaux d'habitation, c'est un sujet extrêmement sensible, on le sait bien, mais les bases datent de 1970 pour une partie d'entre elles. Il faut les réviser. On reporte continuellement cet exercice. Je crois que la prochaine échéance, c'est 2028. Mais on ne peut pas vivre avec des bases de taxes d'habitation, de taxes foncières qui soient aussi anciennes. Et puis, le point qu'on constate aussi, c'est que, au fond, en remplaçant des impôts locaux par des affectations de TVA, on a figé les financements des collectivités locales, puisque, au fond, on a remboursé, j'allais dire au franc le franc, non à l'euro ce qui était dû, mais on l'a fait sur des bases qui étaient celles de la suppression où on a supprimé l'impôt. Mais dans l'avenir, les communes, les régions, les départements peuvent avoir des démographies qui évoluent, des besoins qui évoluent. Et au fond, on accorde des financements en fonction d'une situation passée et pas en fonction d'une situation contemporaine ou à venir. C'est d'ailleurs, je le rappelle, la même chose pour la DGF, qui a compensé largement des impôts anciens. Et donc, quand on regarde, on voit que pour près des 3 quarts, plus des 3 quarts de recettes de fonctionnement des régions, c'est assis sur les données anciennes. C'est le cas pour 62% des recettes des départements. C'est moins le cas pour les EPCI et les communes, mais ça reste quand même important. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut s'engager à faire une réforme pour répartir les recettes de TVA, mais aussi les recettes de DGF en fonction de recettes de données contemporaines et non pas en fonction de données du passé. On sait bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut engager ce mouvement-là, sinon on risque d'avoir un écart significatif entre les besoins des collectivités locales et leur capacité à financer les réponses à ces besoins. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Charpy, de ce compte rendu. Je vais faire envoyer, parce que je me suis aperçu que ce n'était pas fait, votre document sur lequel vous vous appuyez à tous les commissaires aux finances. Vous venez de rappeler 2 points importants qui ne sont pas sans lien avec la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons.
D'une part, les réformes de la fiscalité engagées depuis 2017 favorisent particulièrement les plus aisés, alors même que leurs effets sur la consommation et l'investissement ne sont pas démontrés. D'autre part, ces réformes nous privent de dizaines de milliards d'euros de recettes publiques et viennent aggraver le déficit. Vous rappelez effectivement que cette baisse de la fiscalité locale, c'est moins 38,5 milliards d'euros de recettes en moins, soit 25% du déficit de 2023. Je l'ai suffisamment rappelé, pour résorber le déficit, ce n'est pas des coupes budgétaires qu'il faut proposer, mais résoudre ce problème de recettes. Alors j'entends que la taxe d'habitation sur la résidence principale présentait certaines limites, vous venez de les rappeler, mais vous avez également rappelé ses avantages. Vous ne vous prononcez pas sur son rétablissement. Alors ma première question est la suivante. Comment pourrait-on reconstituer un lien fiscal fort et équitable entre contribuables locaux et collectivités pourvoyeuses de services publics locaux? C'est donc ma première question. Ensuite, sur la CVAE, vous montrez que sa suppression progressive est une contribution importante à la hausse du taux de marge des entreprises de ces dernières années, mais son effet sur l'investissement est incertain alors que son coût, lui, est très élevé. Cette réforme, je le considère, est donc une erreur. À mon avis, il est nécessaire de revenir dessus. En conséquence, quelle modalité proposeriez-vous pour rétablir la CVAE ou, à défaut, un impôt qui pourrait rétablir le lien entre les collectivités et l'économie? J'ai également une deuxième question sur cet impôt. Je m'étonne que les banques et assurances soient les premières bénéficiaires de la réduction de la CVAE relativement à leur excédent brut d'exploitation et à leur valeur ajoutée. Comment l'expliquez-vous? Cela semble éloigné en effet des objectifs affichés de cette réforme censée cibler les entreprises industrielles. Enfin, j'ai une dernière question sur les modalités de compensation des pertes de recettes. Alors vous estimez, vous l'avez dit, que les transferts de TVA se sont révélés favorables pour les collectivités. Je note que c'est quand même à rebours de l'analyse des associations d'élus. Donc comment vous expliquez cette contradiction? Et la deuxième chose, vous l'avez dit vous-même, la TVA a été très dynamique, donc ça l'explique. Là, ne serait-ce qu'avec le reflux de l'inflation, ça va être beaucoup moins vrai. Bon, vous dites malgré tout, vous le notez, hein, mais vous dites malgré tout que ça restera bénéficiaire. J'allais dire jusqu'à quel seuil? Parce que le problématique, c'est que vous avez noté les compensations de la TVA pour les collectivités, mais on assiste aussi à une compensation de bien d'autres dépenses de l'État ou de la dépense ou des budgets sociaux par la TVA. Jusqu'à quelle limite, à partir du moment où c'est possible, à partir du moment où la TVA est beaucoup moins dynamique, par réduction de la consommation populaire, mais aussi par effet de l'inflation? J'aimerais savoir si pour vous, il y a un seuil dans ces avantages que vous continuez malgré tout à décrire. Voilà, je vous donne la parole pour répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Sur le lien contributif entre ménages et entreprises, bon, c'est vrai que la Cour n'a pas proposé de rétablir un impôt résidentiel parce que ce n'est pas de son domaine de compétence. D'ailleurs, dans un rapport que nous avions fait il y a quelques années pour la Commission des finances du Sénat, nous avions mis la même position. Voilà, à titre personnel, je pense que ça va être compliqué de rétablir un impôt qu'on a supprimé, surtout si... Voilà, ça va être relativement compliqué. Si jamais il fallait rétablir un impôt résidentiel, il y a des choses qu'il faudrait éviter de faire. Par exemple, la première chose, c'est de l'asseoir sur des bases locatives qui datent de 1970. Ça n'a aucun sens. Deuxièmement, il faudrait éviter d'avoir un impôt résidentiel, s'il était rétabli, qui en fait repose pour un quart sur les financements de l'État. Donc voilà, c'est les deux garde-fous que je mettrais. Ensuite, c'est une décision politique qui n'appartient pas à la Cour de proposer, mais à titre personnel, je pense que ça va être objectivement compliqué, même si les associations d'élus le proposent depuis 1977, 2017, pardon. Depuis 2017, depuis qu'on a décidé de supprimer cet impôt, de fait, pour l'instant, je ne vois pas de proposition concrète pour le faire. Sur la CVAE, bon, il y a une incertitude sur la suppression définitive de la CVAE, puisque je crois comprendre qu'elle va être prolongée sur 2025 et qu'elle pourrait l'être au-delà, vu la situation des finances publiques. Alors, faut-il la rétablir à son taux initial? Là aussi, c'est une décision qui appartient au gouvernement et aux législateurs. Il y a une chose qui est certaine, c'est que cet impôt crée des distorsions, puisque, en fait, en fonction du rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires, vous étiez plus ou moins imposé. Donc, si on devait maintenir un impôt dit de production, il faudrait sûrement éviter de pérenniser ces distorsions qui sont quand même compliquées. Je rappelle enfin que si on décidait de renvoyer cet impôt aux collectivités locales, il faudrait bien sûr en tirer des conséquences sur les recettes de compensation qui leur a été données.
Sur les banques et assurances, oui, c'est vrai que quand on regarde le graphique qui est dans le rapport, graphique 13, on voit effectivement qu'ils en ont profité significativement. Alors, en proportion, la baisse est la même que les autres. C'est la moitié de la première année, un quart de la seconde année. Ça ne change pas. Simplement, le calcul de la valeur ajoutée fiscale pour les banques et assurances répond à des modalités spécifiques qui a cette conséquence qu'ils en payaient plus que les autres. Et donc, dans la baisse et la réduction, ils en profitent plus que les autres. Mais à la même proportion. Mais c'est lié aux modalités de calcul de la valeur ajoutée fiscale dans le domaine des banques et des assurances. Sur le dernier point qui est la question de la compensation, oui, je sais que nous avons une vision assez différente du président du comité des finances locales sur le sujet, qui considère que l'État doit 79 milliards d'euros aux collectivités locales. Voilà, parce qu'effectivement, il y a eu une sous-indexation depuis des années et que le dû n'est pas rendu. Nous, on a calculé entre avant et après et on a neutralisé les conséquences éventuelles des augmentations de taux qu'auraient décidé les collectivités locales. Donc, ça a cette conséquence-là. Et c'est clair qu'en 2021, 2022 et 2023, ça a eu des conséquences plutôt positives, qui se sont réduites du fait de la baisse des recettes de TVA et donc à terme de l'inflation. Est-ce qu'il y a une limite? Alors, nous, on regarde par rapport aux impôts supprimés, pas par rapport aux charges transférées, mais par rapport aux impôts supprimés, il faut se rappeler que les bases locatives, elles sont indexées sur l'inflation. Donc, il y a un lien entre inflation et base locative, entre inflation et TVA, c'est clair. La différence, c'est que quand on était sur les taxes locatives, c'est indexé avec un an de décalage, alors que quand c'est la TVA, c'est immédiat. Alors ensuite, l'autre solution, ça peut être défavorable si les bases physiques des logements, les bases locatives physiques, pas leur valeur indexée, mais les bases locatives, si les logements augmentaient davantage et plus que dans le passé, que de consommation. Là, effectivement, ça pourrait avoir un effet négatif. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a constaté, vu la crise du logement par ailleurs. Donc, on estime qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui. Ensuite, par rapport aux charges transférées, là, c'est un autre sujet qu'on n'a pas regardé. D'accord, merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président, de cet intéressant travail. C'est vrai que vous n'avez pas traité de ce qui passionnerait la Commission. Pardon, excusez-moi, monsieur le rapporteur. J'ai juste oublié un détail. Non, il y a un rapporteur. Oui, il y a un rapporteur spécifique à qui je donne la parole. Comme je lui avais demandé de glisser là, du coup, il n'était plus dans mon champ. Je m'excuse, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui. Eh bien, écoutez, merci, monsieur le Président. Monsieur le Président de la 4e chambre de la Cour des comptes, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je tiens à vous remercier pour cette présentation d'un important travail collégial et qui a pu être réalisé sur la base d'une approche méthodologique que je trouve très rigoureuse et vraiment intéressante. Alors, ce rapport, dont l'impact sur les finances publiques n'a échappé à personne, dont on sait que c'est loin d'avoir été négligeable, ce rapport vient souligner et mettre en lumière donc l'extrême relâchement. Cela a été dit. Comment? Oui, alors on a un petit souci technique. Il y a quoi? Non. Ah, ok, d'accord. Merci. Allez-y. Alors je reprends. Après avoir remercié donc Monsieur le Président, je voudrais simplement souligner que ce rapport, dont on a montré l'impact non négligeable, les difficultés qu'on éprouve en matière de finances publiques dans ce contexte très particulier que nous connaissons, ce rapport vient confirmer et mettre en lumière l'extrême relâchement du lien contributif entre collectivités territoriales et citoyens. Un relâchement qui résulte du bouleversement de règles applicables à notre fiscalité locale, une fiscalité ancienne qui a été très souvent critiquée. Et deuxièmement, c'est aussi par rapport à la baisse de l'autonomie des décisions des collectivités, s'agissant de leurs décisions fiscales. Globalement, nous avons une confirmation de ce que nous avions compris. Alors,
par rapport à cette moindre territorialisation des recettes locales, chacun pourra ici apprécier la situation créée. Mais je crois que ce travail viendra d'ailleurs opportunément éclairer chacun, à la fois sur le débat sur la décentralisation, le débat sur la fiscalité, le débat sur l'état de nos finances publiques, en fournissant des données objectives et très utiles. Évidemment, on pourrait porter quelques appréciations sur ce débat assez récurrent et tellement ancien. Mais là, ce n'est pas mon propos. Je me permettrai simplement de vous interroger, Monsieur le Président, sur 3 aspects de votre rapport. Tout d'abord, vous proposez 3 pistes d'amélioration du Fonds national de l'attractivité économique des territoires, FNAET. Pourriez-vous nous indiquer quelles pistes vous pourriez privilégier et en détailler les avantages et inconvénients? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, formulé ces propositions sous la forme de recommandations officielles de la Cour des comptes? Deuxième question, pouvez-vous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'exclure de votre estimation des hausses d'impôts locaux décidées par les collectivités locales entre l'année 2017 et l'année 2023, les augmentations des impôts facultatifs, je pense à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou à la taxe de séjour. Et troisième question, vous avez à juste titre recommandé l'utilisation de données contemporaines pour la répartition des recettes de compensation. Comment préconiseriez-vous de concilier cet objectif finalement technique de modernisation des bases de répartition et les enjeux politiques que l'on perçoit bien, enjeux liés aux inévitables transferts qu'elle impliquerait entre collectivités, entre ménages et entre entreprises? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, monsieur le député Mandon, pour votre appréciation sur ce rapport et peut-être répondre aux 3 questions que vous posez. Le premier, c'est le FNAET, le Fonds national pour l'attractivité économique des territoires. Il répond à un objectif qui était de compenser le risque la perte de lien entre l'activité économique et les recettes fiscales. Et donc, l'idée, c'est de favoriser pour les intercommunautés la mise en place de projets de développement économique pour qu'ils en aient un retour financier. Le dispositif est récent. Il date de 2023 et nous soulignons des risques, mais nous ne sommes pas en mesure de les évaluer dans le détail. C'est pour ça que nous ne faisons pas en tant que tel des recommandations aussi claires et aussi précises que nous faisons sur les autres aspects. Au fond, ce que nous disons, c'est qu'il y a un risque effectivement qui ne soit pas suffisant et suffisamment attractif. Donc il y a trois domaines de propositions qu'on évoque, qui d'ailleurs ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première, c'est de dire 147 millions d'euros, c'est peut-être insuffisant. Il y a quoi? Il y a 2000 intercommunalités, 1500 intercommunalités. 147 millions d'euros, c'est pas beaucoup pour avoir un effet effectivement incitatif. Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter un peu ce montant? Mais si on le fait, ça a comme conséquence qu'on réduit la part fixe de la compensation de la suppression de la CVAE. Donc effectivement, pour les communes qui en bénéficiaient, ça vient pas en plus, ça vient en moins. Donc c'est la première difficulté, mais ça peut être une solution d'augmenter un peu le taux. Le second point, c'est de dire si on va avoir une politique industrielle digne de ce nom, il faut essayer d'avoir plus d'incitation auprès des entreprises industrielles et du coup faire un peu comme on avait fait pour la CVAE, c'est-à-dire doubler, surpondérer les effectifs dans les entreprises industrielles dans la répartition de ce fonds, ce qui pourrait être tout à fait faisable. Et troisième partie, c'est peut-être distinguer au sein du fonds une sous-part qui est répartie uniquement entre les collectivités, entre intercommunalités et les communes, connaissant également une augmentation de l'emploi. Donc voilà, il y a ces 3 propositions. Nous, on souligne des risques. On n'a pas voulu en faire des recommandations fortes, mais il nous paraît important de souligner les risques que ce fonds ne rencontre pas totalement les avantages qu'il est susceptible d'avoir. Sur les autres impôts, on n'a pas décidé de les exclure. C'est le fait qu'on avait du mal à tous les inclure.
On a pu le faire sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On évoque l'augmentation du produit sous l'effet d'indexation. Mais en même temps, on n'est pas en mesure de faire le départ entre l'augmentation de la taxe qui est liée à la suppression de la redevance ou l'inverse. Donc c'est un peu compliqué. Et pareil, sur les taxes de séjour, il y a 10 rubriques distinctes dans les collectivités territoriales pour calculer le montant de la taxe de séjour. Donc c'était compliqué de l'analyser dans le détail. On a juste du coup donné une vision globale de l'ensemble du sujet. Sur les données, la répartition en fonction des données contemporaines, on est bien conscient que ça ne peut pas se faire en un jour. D'abord, il faut savoir quelles sont les bonnes données contemporaines. On estime que la population est une donnée majeure pour savoir quels sont les services que doit rendre la commune. On estime que le territoire mesuré soit en superficie, soit en densité, soit en longueur de la voirie est aussi un élément essentiel pour définir les besoins. On estime aussi qu'il y a des besoins qui sont vraiment différents pour les villes-centres, les bourgs-centres et pour les petites collectivités. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut que ceci soit actualisé en permanence et pas à répartir les ressources en fonction de données anciennes. En même temps, on sait très bien que ça ne peut se faire que sur le moyen et long terme. Donc il faut engager un mouvement, le poursuivre le plus longtemps possible, mais on ne peut pas, et d'ailleurs ça serait inconstitutionnel, que de priver les communes de ressources qu'elles avaient de manière significative pour engager cette révision. Donc il faut faire nécessairement progressivement. Voilà les trois points que je peux apporter en réponse à vos questions. Merci. Là, cette fois-ci, la parole au rapporteur général. Monsieur le Président. Oui, ben, j'ai le micro, oui. Vous entendez pas? Si, c'est bien. J'ai une première question sur le bénéfice pour les collectivités locales de la substitution de la TVA à une partie des impôts locaux. Vous estimez en 2022 le bénéfice à taux constant des collectivités locales à 4,3 milliards. Mais vu l'évolution de la TVA nette en 2023 et en 2024, quel est l'ordre de grandeur de ce bénéfice? Et si on tient compte de l'augmentation des taux, est-ce qu'il y a encore un bénéfice ou est-ce qu'il y a un déficit, si je puis dire? Première question. Et est-ce que ce bénéfice ou ce déficit global, est-ce qu'il ne dissimule pas d'énormes écarts? Car les collectivités dynamiques en termes démographiques et en termes économiques, elles sont pénalisées. Et celles qui sont en déclin démographique et en déclin économique, elles conservent des montants complètement décorrélés par rapport à leur situation. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est sur vos propositions, puisque vous n'avez pas soulevé un problème qui hante la Commission des finances depuis des années, c'est, vous parlez de la nécessaire réévaluation des bases. Mais ce qu'il faut maintenir pour les entreprises, le double système d'évaluation des bâtiments d'entreprise, valeur comptable ou valeur de marché, qui aboutit à des écarts dans les secteurs économiques considérables. Et puis, troisième question, vous signalez la fossilisation des compensations fiscales, mais pas simplement fiscales, des dotations de l'État, notamment la DGF. Notre collègue Pires Beaune s'est arraché les cheveux pendant des années pour essayer de la réformer. Il en reste encore un peu, mais elle s'en est beaucoup arrachée. Voilà. Et voit bien. Et ma question, c'est comment en sortir? Oui, allez-y. Comment vous s'en sortir? Comment s'en sortir? D'abord, sur la première question, qui est le bénéfice de la TVA. Oui, on peut... Il y a un risque, effectivement, que ça disparaisse en 2024 et 2025 en fonction des recettes de TVA. Alors, il faut quand même dire que les recettes de TVA ont été particulièrement déprimées pour des raisons qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Je crois que vous avez une commission d'enquête sur le sujet, sur les prévisions de recettes fiscales. C'est vrai que l'élasticité de la TVA au PIB a été incroyablement basse et on n'arrive pas bien à le comprendre.
Il n'est pas sûr que ce phénomène se reproduise d'année en année. Et en général, la TVA était un peu plus dynamique que le reste des impôts. Mais effectivement, la situation n'est pas bonne aujourd'hui. Et troisièmement, il est clair que nous ne prenons pas en compte les conséquences qu'aurait sur les recettes des collectivités l'augmentation des taux des impôts qui ont été supprimés. Parce que là, on ne peut pas le faire. Ce qu'on a juste dit, c'est qu'au moment de la compensation, de fait, il y a eu un gain qu'on a estimé à 4 milliards, un peu plus de 4 milliards pour la taxe d'habitation, un peu plus d'1 milliard pour la CVAE. Mais c'est clair que ce gain est moins important aujourd'hui, mais on ne pourra jamais prendre en considération les augmentations de taux d'impôts qui ont disparu. Sur la troisième question qui concerne comment sortir de cette situation où on a au fond des compensations de DGF ou d'impôts supprimés qui figent les situations anciennes, c'est ce que nous disons très clairement. On l'a dit d'ailleurs dans un rapport qui est sorti au mois d'octobre sur la DGF. On le redit ici sur les affectations de recettes de TVA. On a un système qui effectivement, n'a pas de sens, puisqu'on va figer des situations très anciennes. Je rappelle que 70% des recettes des régions sont liées à des données anciennes. Alors, effectivement, entre les régions de la façade ouest, qui sont très dynamiques, et le Grand Est, qui l'est un peu moins, qui est en déprise démographique, effectivement, on consolide des recettes dans des régions qui n'en ont pas forcément besoin. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement qui doit impérativement être engagé, c'est celui qui consiste à faire évoluer ce droit à compensation en fonction des données démographiques. Mais là, on va se heurter à la doxa du comité des finances locales qui dit la compensation doit être à l'euro sur la base des impôts supprimés. Et donc on aura effectivement Monsieur Léniel qui dira vous devez 78 milliards d'euros. Voilà. Donc il faut simplement rentrer dans cette logique-là. Sur la seconde question qui était sur la réévaluation des bases, est-ce que Jean-Pierre, tu veux peut-être répondre sur ce point-là ? Oui, sur la question de... Sur la question de la réévaluation des bases, effectivement, les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement ont évolué en tenant compte des réformes fiscales qui sont intervenues. En particulier, la notion de potentiel fiscal et la notion de potentiel financier ont été adaptées. Néanmoins, ce que l'on peut constater pour la dotation globale de fonctionnement, c'est que la part de la péréquation augmente, mais augmente très lentement. Au sein de la dotation globale de fonctionnement, on frise aujourd'hui près de 50% pour la dotation globale de fonctionnement pour les communes, mais c'est une augmentation très, très lente. Pour ce qui concerne les départements, pour que la péréquation devienne un jour majoritaire par rapport à la dotation forfaitaire des départements au rythme actuel, il devrait s'écouler 250 ans. Voilà. Donc c'est quand même assez long. Et pour ce qui concerne les intercommunalités, on est sur une temporalité de l'ordre de 50 ans. Donc tout ça est extrêmement éloigné dans le temps, alors même que, comme l'évoquait Christian Charpie à l'instant, les évolutions démographiques sont fortes. Ce sont des évolutions différenciées entre régions, entre départements, entre intercommunalités. Et effectivement, en n'agissant pas, on s'oriente vers la juxtaposition de plus en plus de situations finalement d'excès et d'insuffisance de financement par rapport à des besoins à couvrir. Et s'agissant de la péréquation proprement dite, le président l'évoquait aussi, c'est vrai que la péréquation elle-même n'est pas sans reproche, au-delà même de la complexité qui est la sienne, puisqu'un certain nombre de critères péréquateurs sont eux-mêmes pas très bien définis et pas si péréquateurs que cela. Et par le fait aussi qu'il existe pour un certain nombre de dotations de péréquation de la DGF, des garanties de non-baisse. Par exemple, les dotations de péréquation des départements ne peuvent jamais baisser, indépendamment de l'évolution de leur démographie. Or, on sait qu'il y a une quarantaine de départements qui connaissent une baisse de population. Alors, autant on peut comprendre
je dirais, des objectifs de protection, dans une certaine mesure, de collectivités qui sont en déprise démographique, autant on peut s'apercevoir que quand on prolonge les tendances actuelles sur plusieurs années, 5, 10, 20 ans, on aboutit à une désynchronisation très large des financements par rapport aux besoins. Merci. On va passer aux orateurs. Oui. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les deux techniques d'évaluation des valeurs locatives qui posent beaucoup de problèmes, la valeur comptable ou la valeur de marché. Voilà. Est-ce qu'il y a une position? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder cela, puisque c'est un sujet, notamment sur la logistique, qui passionne les débats de la Commission des finances? Sur ce point, on n'a pas été au fond. Ce qu'on a constaté, c'est effectivement pour les locaux, les bases des locaux industriels, le fait de prendre la valeur immobilisée brute n'a pas beaucoup de sens, objectivement. Donc là-dessus, il faut seulement bouger. Ensuite, les valeurs de marché, c'est très bien, mais ça évolue beaucoup. Et elles défavorisent l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un mauvais système. Et qu'il faut sûrement le faire bouger. Sur la valeur de marché, c'est une autre difficulté, c'est qu'elle est fluctuante, elle n'est pas toujours totalement fiable, et donc voilà, on pense que ce serait peut-être, enfin, à titre personnel, je pense que s'appuyer sur des documents comptables, mais à condition de prendre en compte les amortissements, me paraît plutôt préférable. Merci. On passe aux orateurs de groupe. Monsieur Lothiau. Merci, Monsieur le Président. Merci, je vous remercie pour ce rapport qui confirme en fait un ensemble d'éléments dont on a déjà eu d'ailleurs l'occasion de discuter en ces lieux, voire en séance. Je crois qu'il y a vraiment deux points. Il y a la fiscalité des entreprises. En effet, vous l'avez dit, ça a augmenté le BE et c'est vrai que ça pose le problème plus globalement des impôts de production dont on aimerait voir la disparition plus rapide en trouvant un mécanisme de compensation, mais on voit bien que c'est un effet positif. Et puis, il y a la fin de la taxe d'habitation, et comme vous le soulignez, ça pose un vrai problème, dans la mesure où on perd un lien, même si ce lien était déjà distendu, entre la population et les politiques publiques. Et puis tout ça étant quand même un gros tour de passe-passe, parce que finalement, certes, ce qu'on ne paye pas en taxe d'habitation, on le paye quand même en TVA, et demain on le paiera en dette, en remboursement de dette, puisque finalement, c'est la TVA et donc la dette qui nous sert aujourd'hui à financer la suppression de la taxe d'habitation. Mais ça pose d'autres problèmes aujourd'hui. Vous en soulignez un certain nombre. Premièrement, vous dites que le mécanisme n'est plus forcément adapté aux réalités des territoires. Et puis le deuxième problème, on le voit, on l'a bien vu d'ailleurs dans le pré-projet de budget dont nous avons discuté, c'est qu'aussi le transfert de TVA devient, comme l'est déjà la DGF, une sorte de variable d'ajustement, c'est-à-dire on va faire de l'augmentation de TVA, ah ben non, cette année on ne va pas en avoir, contrairement aux engagements qui ont pu être pris. Donc en fait, on a un nouveau cycle où la compensation d'une suppression devient une nouvelle variable d'ajustement. Alors, quelle solution? C'est là où il faut creuser sans doute. Quelle solution? Vous évoquez l'impôt résidentiel. Bon, pour notre part, nous sommes totalement contre toute nouvelle forme d'impôt résidentiel. En revanche, ne peut-on pas chercher du côté de l'autonomie fiscale et de la responsabilisation? C'est quelque chose qui apparaît d'ailleurs dans un des rapports de la Cour des comptes, il y a 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui apparaît d'ailleurs dans le principe, dans le rapport de notre collègue Éric Woerth. C'est-à-dire transférer, au lieu de transférer de la TVA, transférer une part d'impôts locaux, d'impôts nationaux existants, impôts sur le revenu, IR, CSG, IS, par exemple. La question est de savoir évidemment quel impôt et à qui. D'aucuns diront c'est plutôt aux EPCI aux régions. Nous, on aurait plutôt tendance à dire, si ça se fait, ça devrait plutôt être aux communes et aux départements. Mais c'est un principe. Donc, est-ce que cette compensation, que vous avez vous-même évoquée dans un rapport, n'est pas quelque chose à creuser? Et est-ce qu'il faut aller plus loin qu'au transfert de TVA et pas inclure aussi, c'est une question, certaines dotations? Parce qu'aujourd'hui, les dotations, quand on veut les réformer, on a l'impression que la DGF, celui qui avait la formule, est parti en retraite avec au ministère de l'Intérieur, puis personne n'y comprend rien. Donc, et ça devient aussi une sorte de jour sans fin, les discussions budgétaires, c'est-à-dire chaque année, il faut mettre sur l'inflation. Ah ben non, finalement, on va la réduire, on va vous donner 100. Ben non, il nous faut 200. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas aller vers un système de responsabilisation avec un pouvoir de taux auprès des élus locaux, ce qui résoudrait bien des problèmes aujourd'hui dans notre schéma fiscal général? Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, allez-y. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement,
la solution passe probablement par plus de responsabilité. D'ailleurs, ce que le rapport d'Éric Woerth avait dit il y a quelques mois. Simplement, transférer des impôts avec pouvoir de taux, c'est pas complètement évident. Je le répète, sur l'impôt résidentiel, moi, je dis bon courage à celui qui voudra le mettre en place, mais c'est pas... Voilà, mais bon courage. Mais ensuite, il y a effectivement l'idée de transférer des impôts nationaux avec un pouvoir de taux. Le sujet, d'ailleurs, on l'avait évoqué dans le rapport qu'on a fait sur les scénarios de financement aux collectivités locales remis à la Commission des finances du Sénat. On avait évoqué effectivement l'idée de pouvoir transférer au département un bout de l'impôt sur le revenu et aux régions un bout de l'IS. La difficulté, et éventuellement avec un complément de pouvoir de taux. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué la CSG parce que Jean-Pierre et moi, nous sommes des fanatiques de la sécurité sociale, donc la CSG, c'est la Sécu, c'est pas pour les collectivités locales, mais bon, ça pourrait aussi s'imaginer. La difficulté de l'IS, c'est que c'est un impôt qui est extrêmement fluctuant, donc c'est compliqué. Sur l'IR, c'est une possibilité aussi, sauf que 50% des gens ne payent pas l'IR. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, d'avoir une partie d'impôts nationaux avec un bout de pouvoir de taux va dans le sens d'une responsabilisation. Voilà, ça c'est clair, mais à ce moment-là, il faut pouvoir répondre devant ses concitoyens du fait qu'on augmente les impôts. Mais bon, on le fait bien pour les impôts locaux, donc pourquoi pas. Sur l'inégale répartition des bases d'IS, en plus, c'est extrêmement mal réparti, les bases d'IS. C'est ça la grande difficulté. Donc, et en plus, on ne sait pas, suivant que les entreprises sont en groupe avec un seul endroit d'imposition sur l'IS, c'est quand même super compliqué. Donc, c'est vrai que les impôts locaux, avec une base locale, ont quand même beaucoup d'avantages. Voilà. Mais politiquement, c'est pas simple. Merci. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Bonne année à tous et à toutes. Monsieur le Président, merci infiniment pour cette communication qui, avec votre grande sagesse, rétablit des vérités et met des points sur les i. Je forme le vœu qu'il y ait un avant et un après cette communication sur un certain nombre d'éléments que je vais rappeler. Un, vous dites fort justement que la taxe d'habitation sur la résidence principale était un impôt injuste. Et la CVAE, vous en parlez un peu moins dans votre synthèse, mais c'était un impôt qui était absolument imprévisible, dont les règles de répartition au sein des groupes étaient extrêmement difficiles à faire. Deux, les impôts locaux ont baissé de manière extrêmement significative, puisque 6 ans après, en 2023, les Français et les entreprises payent environ 14% d'impôts locaux en euros courants, de moins qu'en 2017, malgré l'augmentation des taux et d'un certain nombre d'impôts locaux. Sur les entreprises, alors évidemment, c'est du gain de pouvoir d'achat pour les Français, c'est du gain de BE pour les entreprises, c'est difficile de mesurer l'impact. Quand même, on sait que les entreprises, quand elles s'installent, regardent les impôts de production qu'elles paient. 3, vous dites que la compensation a été favorable aux collectivités territoriales, c'est-à-dire que non seulement ça s'est fait à l'euro près, mais ça s'est fait avec une dynamique qui est positive. Je vous rappelle que si la TH, évidemment, augmentait d'une année sur l'autre, la CVAE pouvait baisser. Et quand la compensation de la CVAE a été faite aux régions, elle aurait dû baisser de l'ordre de 500 millions d'euros parce qu'on sortait de la crise du Covid, et elle a été stabilisée. Donc la compensation a été positive et dynamique. 4, vous dites que les départements ont perdu en autonomie fiscale. Alors hélas, on n'a pas été capable de s'entendre sur ce point-là, mais j'utilise un terme générique sur, en tous les cas, les recettes fiscalisables, que c'est stable et très faible pour les régions, et que c'est stable à un niveau important sur le bloc communal, aux alentours de 46%. J'ai une question, et c'est tant mieux, j'ai une question sur l'incitation sur l'immobilier. Vous dites que ça aura un impact négatif. Mais en fait, je ne crois pas, puisque les communes, le bloc communal continue à toucher la taxe foncière et ce qui était l'équivalent de la taxe d'habitation, puisqu'il y a eu un transfert de la taxe. Donc, elle a le même impact avec le coefficient, le COCO près. Je suis d'accord sur votre... faut clore. Oui, je clôt, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je suis d'accord sur votre recommandation sur l'évolution
des bases. Et sur le lien, je comprends cette histoire de lien, mais pourrait-on dire, si on fait une analogie, que les Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu n'ont pas de lien avec la nation française? Merci. Je ne crois pas. Monsieur le Président. Merci. Non, mais sur les constats que vous rappelez, oui, je les confirme, c'est pas de ce qu'on dit. Sur la CVAE, il est clair qu'elle pesait sur les coûts des entreprises et que, de ce point de vue-là, la France est dans une situation assez différente d'autres pays. Je rappelle d'ailleurs que la notion d'impôt de production est en soi un peu compliquée, parce qu'il faut se rappeler la taxe d'habitation ou la taxe foncière payée par les ménages est considérée comme un impôt de production, parce qu'on taxe la production de logements. Mais c'est un peu particulier, mais ce n'est pas l'impôt de production qui pèse sur les entreprises. Sur le lien, oui, on dit qu'effectivement, il y a moins d'incitation à construire de logements parce qu'il y a moins de retours. Je suis d'accord qu'effectivement, pour les communes, il y a le retour qui est lié à la taxe foncière qu'ils ont récupéré entièrement. Simplement, ça ne concerne pas, par exemple, beaucoup de logements sociaux pour lesquels il y a des exonérations de taxes foncières sur les bailleurs et que les résidents, eux, sont à des locataires et qui ils ne payent pas de la taxe d'habitation. Donc, par exemple, sur ces opérations-là, ça a un effet décourageant alors, je dirais catastrophique, parce qu'à la Cour des comptes, on ne dit pas ça, mais c'est vrai que ça a un effet déprimant. Voilà. Mathilde Feld. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Charpy pour ce travail qui vient nous éclairer très opportunément dans cette période de crise. Évidemment, je n'ai absolument pas la même lecture que l'orateur précédent, puisque le premier renseignement de cette enquête confirme une crainte qui a été longuement exprimée à gauche de l'hémicycle. Donc la fiscalité locale a été réduite à peau de chagrin. La réduction des recettes publiques est absolument abyssale, puisque je ne sais pas si on a oublié, mais vous mentionnez quand même 38 milliards de pertes de recettes pour l'État. Je rappelle que ça représente à peu près 4 fois le budget de la justice dans notre pays, ou la moitié du budget de l'éducation. Votre enquête démontre également que ces mesures ont eu un effet anti-redistributif, puisqu'elles ont contribué à accroître les inégalités en profitant aux plus favorisés, notamment pour les ménages. Donc, ce qui explique aussi, évidemment, pourquoi, quand on est favorisé et qu'on nous fait des cadeaux, on épargne, on ne consomme pas. Donc, ça explique aussi les effets nuls sur l'augmentation de la TVA. Et vous revenez dans votre rapport sur les objectifs affichés par le gouvernement lors de la mise en place de ces réformes, qui était donc la hausse du pouvoir d'achat des ménages et donc un effet sur la TVA pour stimuler la consommation, et puis l'augmentation de la compétitivité des entreprises. Donc, est-ce que vous indiquez dans cette enquête que les effets de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement sont incertains ? Est-ce que vous pouvez préciser davantage? Est-ce que vous avez été en mesure de montrer qu'il y avait eu un effet causal positif de ces réformes sur la consommation et sur l'investissement? Et si oui, êtes-vous en mesure d'en préciser la magnitude? Et après, ma seconde question, pardonnez-moi, c'est je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Cour des comptes ne se prononce pas sur des rétablissements d'impôts, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises. Pourquoi, dans vos recommandations, vous ne préconisez pas justement des modifications fiscales? Merci. Monsieur le Président. Merci. Alors, sur ces différents points, sur les effets incertains, oui, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'en fait, il s'est passé des choses qui ont assez profondément perturbé le fonctionnement économique de la nation en 2020, 2021, 2022. Le Covid a eu un effet significatif sur l'activité économique et également sur la consommation, parce qu'on ne pouvait pas consommer. Et donc, effectivement, une partie du pouvoir d'achat qui était donné a été épargnée. Et d'ailleurs, on a eu une augmentation importante de l'épargne. Et deuxièmement, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie ont eu également un effet sur l'activité économique. Donc, ces effets perturbateurs sont suffisamment massifs pour qu'on n'ait pas la capacité d'établir une relation causale entre la diminution des impôts locaux et l'augmentation
de la compétitivité et de la consommation. Ce qui est clair, et ça c'est des chiffres qui sont incontestables, c'est qu'il y a eu effectivement un gain de pouvoir d'achat qu'on a estimé à 1,1% du revenu disponible pour les ménages et une augmentation de l'EBE en 2021, de 2,5 points. Donc ça, on peut le dire. Les conséquences sur l'investissement, je n'ai pas voulu reprendre le célèbre théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant, mais je ne l'ai pas repris, donc je ne le cite pas. Mais voilà, donc on a du mal à établir des relations causales, objectivement. Deuxièmement, pourquoi on ne fait pas de proposition d'augmentation d'impôts ? C'est un peu la règle de la Cour qu'on essaye plutôt dans le cadre qui est fixé par les textes et les lois qui sont votées, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On peut dire que telle ou telle dépense fiscale a un effet anti-redistributif, trop coûteux, etc. Par contre, on ne propose pas en général de réforme qui vise à augmenter les impôts ou à les baisser. On ne propose pas en général. Sur l'impôt sur résidentiel, ma conviction personnelle, c'est que c'est très difficile d'expliquer aux Français aujourd'hui qu'on va remettre en place un impôt que tout le monde paiera. Voilà, c'est pas dans l'air du temps. Je le sens pas bien. Enfin, je n'ai pas senti autour de la table, en tout cas. Merci. Tout le drame du théorème de Schmitt, c'est qu'on a du mal à trouver une quelconque confirmation de ce théorème. Merci. Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous remercie pour ce rapport dont les conclusions sont, je dirais, choquantes, mais pas étonnantes en fait, puisque l'évolution récente des impôts locaux tels que vous nous l'avez présenté est un bon résumé de la politique fiscale menée depuis 2017, des politiques injustes envers les citoyens, des politiques injustes envers les collectivités et des politiques irresponsables. Injustes car, comme le souligne ce rapport, c'est en premier lieu le facteur capital qui en a bénéficié via la diminution drastique de la CVAE. C'est ensuite les ménages les plus aisés qui en ont profité grâce à la suppression de la taxe d'habitation. Le mode de calcul de cette dernière, vous l'avez bien dit, mais c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Il n'y a rien de nouveau, finalement. Et les exonérations pour les plus modestes revêtaient un caractère redistributif, un gros mot pour certains qu'il convenait d'effacer des tablettes, mais on n'apprend rien. Mais la réalité de la réforme de la taxe d'habitation, c'est bien celle-ci. Ce sont des politiques aussi injustes pour les collectivités, car elles grignotent les ressources petit à petit. On laisse penser que la suppression des impôts locaux va être compensée à l'euro via un reversement de la TVA, avant de geler. Dans la plupart des cas, on a des exemples, puis de les diminuer. Ce sont des mesures injustes, tout simplement parce qu'elles privent les collectivités de leur autonomie. Je pense que le maître mot, c'est l'autonomie. C'est une mise sous tutelle assez osée, eu égard au dérapage du budget de l'État. Enfin, ce sont des politiques irresponsables, car la suppression des postes de recettes présenté dans ce rapport, que vous estimez à 38 milliards d'euros pour 2023 par rapport à 2017, c'est tout simplement une perte de ressources non financées et qui donc a aggravé le déficit public du budget de l'État. Il sera difficile de se réfugier derrière une politique qui n'aurait simplement pas été comprise. Le rapport, les chiffres sont têtus, le caractère injuste de ces réformes est bien documenté et a bien été appréhendé par les collectivités et par les citoyens. Et ma question, Monsieur le Président, elle porte sur le décalage que j'observe entre, d'une part, les constats extrêmement documentés et chiffrés sur les échecs structurels de ces politiques et, d'autre part, les recommandations de la Cour que je trouve un peu faibles. Et donc, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que vous avez écarté d'emblée des réformes qui visent à redonner à minima de l'autonomie aux collectivités locales? Merci. Monsieur le Président. Alors, d'abord, le rapport ne portait pas sur l'autonomie des collectivités locales. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de réforme de proposition en ce sens-là. D'ailleurs, on aura l'occasion, on a eu l'occasion d'ailleurs dans d'autres rapports de parler de la question de l'autonomie fiscale et des collectivités locales. Et on va y revenir d'ailleurs dans les prochains mois, dans les rapports de la fiche finances publiques locales que je préside. Donc voilà, on n'a pas fait de proposition parce que ce n'était pas du rapport. La demande du rapport, c'était quelles sont les conséquences sur les ménages, les entreprises et les collectivités locales et l'État des réformes fiscales. On a été, je crois, au bout de l'exercice en essayant de détailler le plus possible ces conséquences. Ensuite, c'est vrai qu'on fait des propositions qui sont de nature un peu technique, mais enfin, ils ne sont pas que techniques. Parce que, objectivement, passer d'un système de compensation à l'euro,
figé dans le temps à un système de compensation, enfin de financement qui prenne en compte les données contemporaines et les besoins évolutifs des collectivités locales, c'est un changement majeur. C'est un changement politique absolument majeur et sur lequel il faudra qu'effectivement les gouvernements à venir et les assemblées parlementaires se penchent. Mais c'est un changement assez significatif. Dernier point, je ne reprends pas vos qualificatifs, c'est sur les réformes. Le seul point que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on supprime un impôt, on en fait bénéficier ceux qui le payent. Donc ceux qui ne le payent pas ne bénéficient pas des baisses d'impôts. Ça, c'est clair. C'est vrai pour la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est vrai pour la baisse de l'impôt sur les impôts locaux. Voilà. Mais c'est vrai que la dernière tranche de baisse de la taxe d'habitation a amplifié des effets négatifs que l'on imaginait. Simplement, de mon souvenir, il n'était pas possible de maintenir la dernière tranche éternellement. C'était une position assez claire du Conseil constitutionnel. Voilà, donc on était parti dans une situation qui était devenue extrêmement difficile. Mais la dernière tranche a accru les effets négatifs que vous allez noter, que nous notons dans le rapport. Merci. Monsieur Ray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui, merci pour ce rapport qui vient alimenter notre réflexion indispensable. Il est important de réfléchir à une vraie réforme de notre fiscalité directe locale. Les constats, on les partage. Effectivement, ces dernières années, les mesures qui ont été prises ont fortement réduit les leviers fiscaux à disposition des collectivités, notamment les départements qui n'ont quasiment plus de levier, et les recettes fiscales qui restent sont de moins en moins territorialisées. Moi, je reviens évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, sur la fâcheuse suppression de la taxe d'habitation. Je continue de penser que c'était une erreur, une proposition qui a été lancée lors d'une campagne présidentielle et que cette suppression n'était réclamée par personne. C'était un vrai lien entre les habitants et leur territoire. Et l'argument qui était de dire que c'était une taxe basée sur une assiette injuste ne tient pas, vu que c'est la même assiette que la taxe foncière qui est toujours existante. Première question, est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous avez auditionné pour savoir comment le gouvernement, à l'époque, l'État, allait compenser cette perte massive de recettes fiscales qui, comme l'a dit la collègue précédente, a fortement pesé dans le dérapage de nos comptes publics ces dernières années? Autre question, le fait qu'il y ait peu de leviers fiscaux peut être complété par le fait que ces leviers sont extrêmement encadrés par des règles de lien. Là aussi, est-ce que vous suggérez, moi c'est ce que je pousse, qu'on dessert toutes ces règles de lien qui encadrent fortement le vote de la taxe foncière avec la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui permet de donner plus d'autonomie à nos collectivités? Autre question enfin, on le voit, les répartitions de recettes, de compensation sont assises sur des impôts figés, comme vous l'avez dit, et de toute façon qui n'existeraient plus vu qu'il y a énormément de mutations économiques, fermetures d'entreprises. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ce système? Vous l'avez un peu abordé. Cette règle de compensation à l'instant T est-il le plus pertinent? Je ne le pense pas. Enfin, vous proposez effectivement de revoir des critères de répartition en fonction de critères de ressources et de charges. Est-ce que vous êtes certain, affirmatif, que ces critères seraient incontestables? Est-ce qu'ils ne seraient pas effectivement source de débat? Rien que les chiffres du recensement, parfois, sont eux-mêmes contestés lors des calculs de la DGF. Merci. Je réponds tout de suite. Donc, bon, il est clair que ces recettes fiscales qui ont disparu et qui étaient compensées par des transferts d'impôts d'État ont eu un impact sur le déficit public. Enfin, si on avait eu des baisses de dépenses à due concurrence ou une augmentation significative de la croissance économique, ça n'aurait pas eu cet impact-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est à peu près 25% du déficit public qui est lié à ces baisses d'impôts. C'est incontestable. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait, sur la taxe d'habitation, il y avait quand même des contestations fortes sur des contribuables qui les payaient. Mais enfin, bon, voilà. Sur les liens entre taux, on les décrit dans le rapport. Il y a eu on a d'ailleurs quelques liens qui ont été un peu desserrés, je crois, sur la taxe d'habitation sur
les dépenses secondaires, sur lesquelles, effectivement, il y a eu des ajustements qui ont été faits pour desserrer les liens. Bon, en même temps, il n'est pas anormal, je pense, qu'il y ait un lien entre les différents impôts locaux pour pas qu'on pénalise particulièrement une catégorie contribuable. Simplement, effectivement, la TH ayant disparu, il fallait regarder ces liens. Et je ne sais pas si on a été jusqu'au bout de l'examen, mais il faut probablement le regarder. Sur les critères de répartition en fonction de données contemporaines, oui, bien sûr qu'il y aura des contestations. Par exemple, je prends un exemple qui est l'un des sujets qui est souvent utilisé. Le critère, c'est la longueur de la voirie. Bon, la longueur de la voirie, elle est mal mesurée. Elle est très mal mesurée dans certains endroits. Le recensement, je ne voudrais pas me mettre mal avec le directeur général de l'INSEE, mais il peut y avoir des écarts, c'est vrai. Mais sur la voirie, nous, on a proposé dans le rapport sur la DGF des critères alternatifs, comme par exemple la densité de population, la taille du territoire, parce qu'effectivement, en territoire rural où il y a beaucoup de voiries nécessaires, il faut prendre ça en considération. Donc voilà, je ne dis pas que c'est incontestable, il faut prendre des critères un peu nouveaux qui permettent d'aller plus loin. Le vrai problème, c'est qu'on a des taux aujourd'hui qui s'appliquent à des bases qui n'ont pas de vraie signification économique. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc il faut qu'on arrive à trouver des systèmes qui s'appliquent qui répondent mieux aux exigences économiques que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais je ne dis pas que la situation est simple. Je dis simplement que, s'agissant de la répartition aujourd'hui des recettes de compensation, on va dans le mur à moyen terme. Voilà, on va dans le mur à moyen terme parce qu'il n'y a pas de territorialisation, il n'y a pas de prise en compte des besoins, il n'y a pas de prise en compte des divergences d'évolution démographique et économique des régions, des départements et des communes. Donc c'est un vrai sujet. Et comme maintenant on n'est plus sur 20%, mais sur 40-45% en moyenne de recettes qui sont déterritorialisées et qui sont compensées, eh bien on a un risque d'aller dans le mur. Merci. Sophie Mette pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Comme vous l'esquissiez déjà dans votre rapport sur les finances publiques locales d'octobre 2023, vous indiquez sans ambiguïté que les suppressions de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la CVAE dans les recettes des collectivités n'ont pas été sous-compensées par l'État. Et vous allez même plus loin puisque vous avancez qu'une compensation assise sur des recettes de TVA par nature très réactives par rapport à la conjoncture économique pourrait engager un gain financier durable pour les collectivités. Vous relevez toutefois que les modalités de compensation actuelles consolident des inégalités anciennes et en génèrent de nouvelles. Afin de pallier à ces effets de bord, vous soutenez une évolution des clés de répartition de la TVA qui prendrait en compte des critères tels que la démographie et le niveau de richesse des collectivités. Vous en avez parlé. Tout en permettant de corriger certaines inégalités entre les territoires, est-ce que de tels scénarios d'évolution pourraient concomitamment permettre de réaliser des économies de recettes de TVA à rebasculer au profit du budget général? S'agissant du mouvement de réduction des impôts de production qui a été engagé depuis 2021, vous indiquez que s'il a contribué à améliorer la rentabilité des entreprises et à augmenter les investissements au sortir de la crise sanitaire, ces effets sur leur comportement d'investissement à plus long terme restent à apprécier. Toutefois, dans le cadre de vos travaux, vous avez rencontré les différentes associations patronales. Que vous ont-elles dit sur l'effet de ce mouvement sur le comportement des entreprises qu'elles représentent, que ce soit sur le plan de la compétitivité et de leur capacité à investir? Je vous remercie. Peut-être sur le premier point, on a fait un rapport dans le cadre du rapport Finances publiques locales qui est sorti, le deuxième fascicule qui est sorti en octobre. On a fait des propositions pour examiner les conditions dans lesquelles les collectivités locales pourraient contribuer au redressement des finances publiques. On a eu un succès modéré de la part des associations d'élus, mais au fond, ce qu'on disait, qui s'appliquera plus quand on aura une dynamique de TVA plus importante, c'est qu'il faudrait peut-être caper une partie de la dynamique de la TVA pour non pas la redistribuer à 100%, mais en garder une partie, soit pour faire de la meilleure compensation ou de la meilleure répartition des ressources entre collectivités, plus de compensation, plus de recettes
péréquation, pardon, soit pour effectivement économiser une partie pour l'État et les restituer à l'État. Bon, on a eu un succès d'estime. Je rappelle qu'on avait l'ensemble des propositions qu'on faisait étaient de l'ordre sur l'année 2025 de l'ordre de 2 milliards à 2 milliards et demi. Voilà, d'euros, ce qui était finalement relativement raisonnable, en tout cas inférieur à d'autres chiffres qui ont été évoqués plus tard. Mais voilà, si on a des recettes de TVA qui deviennent dynamiques, il n'y a pas de raison a priori que 100% de ces recettes aillent aux collectivités territoriales et qu'une partie pourrait revenir à l'État ou favoriser de meilleures péréquations de ressources. Sur le second point, bon, il n'est pas anormal de dire que les organisations patronales sont contre les impôts de production. Donc tout ce qui va dans le sens de la réduction des impôts de production leur est plutôt agréable aux oreilles et ils considèrent que c'est un élément d'augmentation de la compétitivité des entreprises. De fait, la baisse de la CVAE a eu une conséquence d'augmentation de l'EBE. Ça, c'est absolument incontestable. Alors ensuite, qu'est-ce que les entreprises en ont fait? Ça, c'est plus difficile à voir. Mais enfin, on a eu une croissance économique qui n'était pas complètement négligeable. Dans les années 2020, enfin 2020 non, mais 2021, 2022, il y a eu une activité relativement soutenue. Est-ce qu'elle tient en partie uniquement au rattrapage de l'année Covid ou est-ce qu'elle a été facilitée par une augmentation de la compétitivité des entreprises? Est-ce qu'on a accueilli plus d'entreprises en France? C'est a priori le cas. Donc voilà, ça a eu un effet. Ça a eu un effet voilà, il y a eu une reprise d'investissement en 2021 assez significatif. Voilà, donc on ne peut pas ne pas dire que ces baisses d'impôts sur les entreprises n'ont pas eu d'effet. Mesurer précisément les conséquences sur les investissements et sur les emplois de demain, c'est une démonstration du théorème de Schmitt qu'il faudra faire. François Jolivet. Merci, Monsieur le Président, de l'éclairage que vous nous faites, et notamment en nous rappelant que l'État a une seule recette dynamique, ça s'appelle la TVA, et qu'il s'envoie privé par les mesures fiscales qu'il a décidées, et en accompagnement. Et par ailleurs, d'avoir pointé également, après la réforme de la taxe professionnelle, les autres impôts qui avaient été destinés à les remplacer, et de montrer les difficultés que ça, par ailleurs, également généré. Je voudrais peut-être nuancer les propos de votre voisin qui disait que la déprise démographique devait générer des économies publiques. Je pense que, en tout cas, de dotation. Et ce que je voudrais dire, c'est que la déprise démographique, parfois, pour les départements, ça génère des dépenses supplémentaires. Et je pense qu'il n'y a pas de vision centrale sans se coller au terrain sur ce sujet. Vous dire aussi que je comprends aussi le débat sur la bonne référence à la bonne population sur les territoires. Je n'ai pas vu dans votre rapport de position sur le redressement démographique des territoires dits touristiques qui permet d'avoir une DGF supplémentaire, alors que ces mêmes communes aujourd'hui ont mis en place la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de manière très forte, et voire même l'autre taxe qui vise à dissuader de rester propriétaire de ces résidences secondaires. Et enfin, je voudrais vous interroger sur vos dernières recommandations du document que vous avez bien voulu nous transférer, et notamment sur des propos que je trouve très nuancés, parce que vous dites dans vos deux dernières recommandations, répartir les ressources de TVA transférées par l'État aux collectivités en compensation de la suppression d'impôts locaux, là on comprend, en fonction de la richesse relative par habitant. Vous faites référence à quoi? À l'impôt sur le revenu des habitants? Je ne comprends pas en fait cette recommandation. Et votre deuxième recommandation concerne de répartir entièrement les dotations globales de fonctionnement en fonction de données contemporaines de population, de ressources et de charges de collectivité. Je voudrais savoir comment on apprécie les ressources et les charges de collectivité, puisqu'une répartition serait donc une répartition dynamique. Une année, il n'y a pas de charge, une autre année, il y en a. Je ne comprends pas en fait ces deux recommandations. Merci François Jolivet. Monsieur le Président. Monsieur le député. Peut-être sur la question de la déprise démographique, oui, c'est clair qu'il peut y avoir des charges liées à la déprise démographique. Bon, mais je parle sous le contrôle de mon voisin, mais je crois me souvenir que les dotations qui ont été accordées au département pour l'école, elles sont fixes et elles ne peuvent pas être baissées. Et pour les régions, pour les lycées, pour les régions, c'est le cas. Si vous avez moins d'élèves
ait toujours le même montant de dotation pour entretien des écoles, c'est pas complètement logique. Alors, vous me dire, une partie de cet argent peut servir à financer des centres d'hébergement pour personnes âgées. C'est possible. Mais je veux dire qu'il y a quand même... On ne peut pas ne pas prendre en considération le fait qu'il y a des évolutions démographiques qui sont différentes d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, et que dans les transferts de financement qui sont faits, il faut les prendre en considération. Je ne dis pas que c'est simple, je dis simplement que c'est illogique de ne pas le prendre en compte. Deuxièmement, oui, effectivement, prendre en compte la richesse des collectivités et des habitants qui les habitent, c'est un point important. C'est d'ailleurs déjà le cas, puisque on a le potentiel fiscal prend en compte la richesse des collectivités en fonction de leur logement, en fonction de... Bon, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait prendre en plus en compte le revenu disponible des ménages par habitant, parce que suivant que vous êtes pauvre ou riche, vous avez plus ou moins la capacité à mobiliser des ressources internes et à financer des charges publiques. Donc voilà, entre le département de Lozère, que je connais bien parce que j'y habite en partie, et le département d'Ille-et-Vilaine, où m'arrive de passer aussi, c'est pas la même richesse démographique. Et Paris, c'est pas pareil. Et les Hauts-de-Seine, c'est pas pareil. Donc ça serait pas logique de ne pas prendre en compte ces situations différentes dans l'attribution de ressources d'État qui sont transférées. Donc là aussi, je ne dis pas que les choses sont simples. D'ailleurs, quand on regarde les travaux qui ont été faits par Mme Pires-Bose sur la DGF, on voit bien que tout ceci est d'une complexité effroyable. Et les équipes de la Cour se penchent dessus. On dit néanmoins, il faut peut-être faire évoluer certains critères pour avoir des choses qui sont plus réalistes, plus raisonnables. Merci. Allez-y. Un petit mot supplémentaire. Quand vous prenez en compte les critères... Pardon. C'est bon. Quand vous prenez en compte les critères de répartition des dotations de péréquation de la DGF pour les départements, il est quand même frappant de voir que les départements sont catégorisés entre départements dits ruraux et départements dits urbains, ce qui ignore complètement le fait qu'il y a à peu près un tiers des départements qui sont dans une situation intermédiaire. Et deuxièmement, les dépenses sociales des départements, qui sont quand même leur principal poste de dépenses, ne sont prises en compte qu'au titre du RSA et pour les seuls départements urbains. Il n'est pris en compte aucune autre dépense sociale. Donc il y a quand même un facteur d'inadaptation très marqué. Merci. Jean-Pierre Bataille, pour l'IOT. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tous les constats ont été faits. Moi, je déplore, comme mes collègues, que les 38 milliards de diminution de fiscalité soient payés par la dette de l'État. Et donc, le quotidien d'aujourd'hui, le besoin quotidien, est financé par une dette à long terme. Le second point, c'est que la perte d'autonomie fiscale, donc de capacité d'investissement pour les collectivités, réduit l'investissement des collectivités, donc réduit les perceptions de produits de TVA. On va vraiment, c'est contre-cyclique, on perd de la ressource demain, et comme cette ressource est censée financer l'investissement des collectivités, enfin moi j'ai du mal à comprendre ce mécanisme négatif. L'autre aspect que je constate, parce que je suis aussi rapporteur budgétaire de la région des Hauts-de-France, c'est que les régions, nous ne connaissons nos produits de TVA qu'au fil de l'eau, qu'au fil de l'année. Ça veut dire que nous établissons des budgets primitifs sur des bases de croissance de TVA qui ne s'avèrent jamais, in fine, être celles constatées, et que nous constatons donc à la fin de l'année de l'exercice budgétaire qu'il nous manque régulièrement des produits de TVA qui font que notre autofinancement constaté au moment du CFU et pas celui que nous attendions, et que donc le niveau d'emprunt dont nous avons besoin dans les régions n'est pas le bon. Donc il n'y a pas de solution, mais moi je crois quand même au retour d'une contribution résidentielle. Je suis aussi maire, parce que en raison d'un recours, je suis toujours maire, je suis encore rapporteur budgétaire en région, et je suis l'hypercumulaire, mais j'ai cru comprendre dans les propos du Premier ministre hier que ça allait peut-être redevenir une base de mandat à l'avenir. Voilà, on a vraiment besoin d'une réforme complète de la fiscalité locale pour que les communes, les départements, les intercommunalités et les régions pouvons continuer à être les investisseurs de notre pays. Merci. Peut-être sur le second point surtout,
Oui, effectivement, le dispositif actuel est moins sécurisant que le dispositif ancien. Dans le secteur des dispositifs anciens, la DGFiP définissait le montant des impôts et vous le receviez par 12e sans régularisation. Dans le cas de la TVA, en 2023, il y a une régularisation négative de 0,4 milliards d'euros et en 2024, d'un même montant. Donc effectivement, ce sont des ressources qui disparaissent. Je dirais qu'à l'inverse, en 2021 et 2022, la régularisation était plutôt positive. Enfin, les recettes étaient plus favorables. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on doit considérer qu'il y a une garantie de recettes des collectivités locales sur les impôts transférés? On pourrait très bien imaginer qu'il y a une espèce de serpent ou de couloir dans lesquels ce qui est au-dessus du montant prévu est maintenu et garanti jusqu'à un certain montant, au-delà duquel le surplus vient à l'État, et qu'à l'inverse, en dessous d'un certain montant de recettes, on garantit, puis après ça, on ne garantit plus, ou plutôt on ne garantit plus, et ensuite on garantit. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. D'ailleurs, je crois que la direction du budget, quand on avait fait nos travaux en 2022-2023, réfléchissait à ce type de mécanisme. Voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous transférez un bout d'impôt, la collectivité supporte les risques de l'impôt. Alors, on peut peut-être minorer ces risques, mais ça nous avait été beaucoup dit dans nos travaux, c'est qu'effectivement, par les associations d'élus, c'est que le manque de prévisibilité des recettes fiscales était devenu un vrai sujet et que ça avait des conséquences sur la capacité à investir, parce que du coup, on était prudent. Dernier élément, sur l'investissement, je veux bien que l'investissement finance le FCTVA. Bon, je n'ai pas constaté qu'en 2023, en 2024, on avait une baisse du montant des investissements. D'ailleurs, ça reste plutôt dynamique en 2024, de manière assez significative. Bon, on est aussi en fin de cycle communal et électoral, et donc ça peut jouer. Merci. Emmanuel Morel pour GDR. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites à ce stade, mais je reviens sur ce qu'avait dit ma collègue Pires Beaune. Elle dénonçait le caractère injuste des différentes réformes de la fiscalité locale depuis 2017, on pourrait aussi ajouter que c'est quand même un caractère très dispendieux. Parce que quand on voit le coût absolument faramineux de la suppression de la TH et de la CVAE, c'est quand même, d'ailleurs vous le dites dans votre rapport, c'est une perte de recettes de plus de 38 milliards. C'est-à-dire qu'en gros, sur la soixantaine de milliards de recettes en moins que la Cour avait totalisé par comparaison à 2017, les 2/3 elles proviennent de ces promesses du président Macron, avec évidemment la moitié de la hausse des déficits depuis 2017. C'est à cause de la suppression de la TH et la très forte baisse de la CVAE. Donc on a quand même des réformes qui sont très dispendieuses. Et alors le deuxième point qui me semble le plus préoccupant dans votre rapport, évidemment, c'est la coupure du lien entre les contribuables et les services publics locaux via ce que vous appelez la déterritorialisation. Pas facile à dire. C'est-à-dire que les recettes territorialisées, ça représentait, je ne sais plus où est le chiffre, 55% en 2017. Aujourd'hui, c'est 39%. Et là, on a quand même un problème sur un principe qui s'appelle la libre administration des collectivités locales. Moi, je ne vois pas comment on peut faire machine arrière par rapport à ce processus qu'on regrette, d'autant plus que, et je reviens sur ce que vous dites dans votre rapport, il y a quand même des niveaux de collectivités qui ont un pouvoir fiscal de moins en moins important, c'est le cas pour les régions, mais vous le dites même dans votre rapport, les départements, c'est inexistant. Pouvoir fiscal inexistant. Est-ce que ça, c'est vraiment satisfaisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas suggérer, au-delà de ce que vous dites sur la DGF et une autre affectation des ressources de TVA, une façon de faire en sorte qu'il y ait un peu de pouvoir fiscal existant? Ça, c'est une des questions que je me pose. Bon, j'entends ce que vous dites parfaitement. C'est vrai que la rupture du lien entre contribuables et l'exécutif local est une vraie difficulté. Ça, je crois qu'on ne peut pas la mettre de côté. Bon, les réformes ont été coûteuses. L'argent, elle n'est pas partie. Elle est partie dans les poches des citoyens pour une partie, pour 18 milliards, dans les poches des entreprises pour le reste. Donc je ne sais pas de l'argent qui a été volé, c'est l'argent qui a été redistribué. C'est vrai que ça a quand même un coût significatif qui n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on imaginait au départ. Voilà, donc je répète, je pense que la dernière tranche de suppression pour les 20% les plus élevés, dans mon souvenir, c'est quasiment la moitié du total du coût. C'est un bon tiers, entre un tiers et 40% du total du coût. Ça a été une dépense élevée
pour un avantage, pour une redistribution qui n'était pas complètement, enfin qui était assez anti-redistributive. Voilà, donc recréer un lien me paraît nécessaire. Je précise néanmoins que des pays très fédéralistes comme l'Allemagne, les Länder sont financés très largement par des impôts partagés avec le pouvoir central. Alors ils ont aussi des impôts locaux, mais oui, mais ils ont quelques impôts locaux. Enfin, une bonne partie du financement des Länder, oui, mais néanmoins, c'est un partage d'impôts qui est entre impôts nationaux et impôts des collectivités. Merci. Comme on relève vos paroles, je note ce coût élevé pour finalement une redistribution qui n'est pas à la hauteur. J'ai Tristan Lahaye qui est arrivé au groupe écologiste. Oui, Monsieur le Président, juste 2 remarques rapides. Je ne comptais pas intervenir auparavant, mais c'est l'intervention de mon collègue Emmanuel Morel qui m'a invité à peut-être insister sur les 2 points qu'il a évoqués. Le premier sur le coût pour l'État et pour la nation de la perte de la TH et de la CVAE. Rappelons-le quand même, on nous a expliqué à l'époque que les collectivités seraient compensées à l'euro près de la perte de cette ressource fiscale. Ça a été le cas. Moi, je suis de ceux qui considèrent que les mécanismes de remplacement ont été honnêtes. Mais quand aujourd'hui on les appelle, les collectivités, à un effort pour compenser la dette qui s'est accumulée ces dernières années, force est d'observer qu'en fait, on les invite à compenser la perte du produit de la TH, qui était un produit qui aujourd'hui coûte au budget de l'État. La deuxième remarque, elle concerne finalement l'autonomie fiscale et financière des collectivités, telle que définie à l'article 72 de la Constitution, qui précise bien qu'une majorité de ressources doit être des ressources des collectivités doit être le fait des ressources propres des collectivités. Et le législateur a reconnu comme une ressource propre des parts d'impôt national qui sont versées aux collectivités. C'est une définition qui était déjà assez contestée, mais bon, qui s'impose à nous autres. Tant il est vrai qu'une part d'un impôt national ne relève en aucune manière d'un pouvoir de taux, ni d'une sensibilité d'assiette aux collectivités territoriales quand elles mènent des politiques publiques. Mais peu importe. Mais dès lors qu'aujourd'hui, on considère la possibilité de geler le niveau de la TVA à son niveau le plus bas, qu'est-ce qui le distingue d'une dotation? Et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, en réalité, en train de glisser d'une situation d'autonomie fiscale et financière vers une situation de pilotage par l'État de leur budget, au mépris, en réalité, des équilibres fixés par la Constitution? Est-ce qu'on n'est pas, en réalité, dans des dispositions qui pourraient porter atteinte à l'équilibre constitutionnel voilà, je voulais éventuellement votre avis sur ces questions-là. Merci. Non, c'est une question assez fondamentale que vous posez. C'est vrai que le Conseil constitutionnel a estimé que l'autonomie financière, qui était la seule chose qu'elle prenait en compte, intégrait les impôts transférés, les impôts nationaux transférés, sur lesquels c'est vrai que les collectivités territoriales n'ont pas de marge, n'ont même aucune marge de manœuvre. Je crois me souvenir d'ailleurs que le précédent rapporteur général du budget, M. Cazeneuve, avait proposé de définir un critère d'autonomie fiscale, puisqu'on avait eu des discussions sur le sujet, qui permettait effectivement d'avoir une vision un peu plus précise de ce qu'est la capacité pour les collectivités locales à décider de leurs recettes. Bon, enfin, la Constitution ne prévoit pas aujourd'hui de principe d'autonomie fiscale. C'est la situation. Et uniquement l'autonomie financière. Deuxième point sur lequel je voudrais réagir, à partir du moment où plus de 50% des recettes des collectivités locales proviennent de transferts de l'État, que ce soit des impôts partagés ou des dotations transférées, de fait, on ne peut pas considérer que les collectivités locales sont à part de la question du redressement des finances publiques. À l'époque où effectivement elles se finançaient largement ou très largement par leurs impôts locaux, leurs ressources propres, au fond, voilà, il y avait un critère d'autonomie fiscale, financière et fiscale qui fait que, par leurs règles d'équilibre, elles arrivaient à s'en sortir. À partir du moment où plus de 50% de leurs recettes viennent de l'État, sous une forme ou sous une autre,
Et considérant que les critères de Maastricht, ce n'est pas le déficit de l'État, mais c'est le déficit des administrations publiques qui inclut les collectivités locales, on ne peut pas, de la même manière qu'on l'a fait pour la sécurité sociale. À l'époque où la sécurité sociale ne se finançait que par les cotisations, le problème ne se posait pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, où elle est financée à hauteur de 25%, enfin, à hauteur de 25% de la recette fiscale de l'État, ce qui n'est quand même pas plus la CSG. Donc voilà, on est dans une intégration beaucoup plus forte qui fait qu'on ne peut voir les problèmes de résolution des finances publiques qu'en prenant en compte l'ensemble des composantes des finances publiques. C'est ça la difficulté. Bien, on va passer aux quelques questions supplémentaires, mais de format 1 minute. Marie-Cine Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, rapport intéressant sur la perte d'autonomie fiscale des échelons des collectivités territoriales, notamment pour les départements. Les DMTO ne pourront pas monter sans cesse. Donc, et ce que je retiens, c'est 47,1 milliards de TVA en compensation en 2023. Donc, c'est une perte de l'État. Vous préconisez 2 pistes, notamment la réforme de la DGF, j'ai bien entendu, avec plusieurs critères, population, ressources, charges de chaque collectivité. J'ai participé dans le passé à la grande réforme de la DGF. Quand on a vu le résultat et les conséquences sur les différentes strates de collectivités, le dossier a été refermé parce qu'il y avait de telles pertes. Alors l'erreur a peut-être été, j'aimerais que vous me le confirmiez, qu'on avait une piste d'atterrissage trop rapide. Est-ce qu'il faut étaler dans le temps les pertes, parce qu'il y aura des pertes, hein. Il y a des collectivités qui malheureusement sont trop bonifiées en termes de DGF, d'autres pas assez. Tout à l'heure, la réflexion sur les départements était intéressante. Et puis les dotations de compensation parallèles, enfin, qui font qu'un département peut être contributeur et bénéficiaire de dotations de péréquation. La péréquation, c'est quelque chose de terrible. C'est un montage, une usine à gaz. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Très rapidement, je pense qu'effectivement, ce type d'évolution ne peut se faire que sur une durée longue. Le problème, c'est que plus la durée est longue, plus on a tendance à interrompre le mécanisme au milieu. C'est ça la grande difficulté, ou à le revoir parce qu'il y a des effets pervers. Dans les travaux qu'on a fait sur la DGF qui sont sortis au mois d'octobre, auxquels je me permets de vous renvoyer, on a fait des propositions de simplification du mécanisme et à partir de l'idée d'avoir un socle, une base socle, avec quelques dotations complémentaires qui permettent de tenir compte des situations particulières des collectivités concernées. Mais c'est vrai que ça crée des difficultés, que ça crée des pertes, que c'est plus facile à faire en période de haute conjoncture budgétaire parce qu'on est capable de financer des pertes. Voilà. Mais on l'a vu avec le système de la taxe d'habitation, la TFPB, on a quand même des mécanismes correcteurs, le célèbre COCO, qui permet de lisser un peu les mécanismes et d'éviter des pertes pour certains et pour d'autres, avec là aussi un risque de déterritorialisation. Donc tout ça pour dire que ça peut se faire sur le long terme, et ça va se faire en acceptant qu'il y ait certaines communes ou certains départements qui perdent. Ça, c'est inévitable. On ne pourra pas le supprimer. Simplement, il faut que la perte soit acceptée et lissée sur la période. Merci. Aurélien Lecoq. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste redire qu'effectivement, dans une situation qui est compliquée pour nos finances publiques, 38 milliards de manque à gagner, c'est absolument ahurissant, surtout au moment où le ministre Bruno Le Maire nous expliquait que le problème du déficit public était justement dû aux finances des collectivités territoriales, alors qu'on apprend là que 38 milliards de manque à gagner, ça représente la moitié du déficit des administrations publiques de l'État. C'est donc absolument ahurissant. Je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que vous avez dit que ces 38 milliards était un gain significatif pour un certain nombre de ménages, ou encore que certains impôts étaient contestés, notamment la taxe d'habitation. Mais la réalité, c'est que si ce gain a été significatif pour un certain nombre de ménages, si on prend le financement des collectivités territoriales, incluant de fait aujourd'hui la part de 47 milliards de TVA, dans le financement des collectivités territoriales, quelque part, ça n'a pas été un gain pour l'ensemble des ménages. Si ça a été un gain pour les ménages les plus aisés, notamment les 20% qui ne payaient pas, qui payaient la taxe d'habitation et qui en étaient exonérés en dernier, il y en a d'autres qui le payent. Ainsi,
l'apport de la TVA qui compense la suppression des impôts locaux, je voudrais savoir si les chiffres que vous donnez de répartition entre ménages et entreprises, de 56% des ménages qui paient, le 56% de financement des collectivités qui sont dus aux ménages et 44% des entreprises, intègrent-ils les parts de transfert de la TVA qui, à mon avis, répartissent l'effort de financement de nos collectivités territoriales différemment? Non, bien évidemment, on a travaillé que sur les impôts locaux. Donc on dit que la charge des impôts locaux qui reste la répartition n'a pas évolué entre avant et après entre ménages et entreprises. La TVA compense une partie du sujet. Enfin, la TVA, on n'a pas augmenté le taux de TVA pour financer tout ça. Ce qu'on a augmenté, c'est le déficit. Et ce qu'on a augmenté, c'est le recours à l'emprunt. Et ce qu'on a augmenté, c'est la charge de la dette qu'il faut payer aujourd'hui. Merci. Un bon rappel. D'où vient le déficit? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires de collègues qui n'auraient pas pris la parole? Une fois, deux fois, trois fois. Si plus personne ne demande à intervenir, il ne reste plus conformément au point 2 de l'article 58 de l'organique relative aux lois de finances qui a demandé à la Commission si elle autorise la publication de ce rapport. Il en est ainsi décidé. Merci, Monsieur Charpie. On se retrouve cet après-midi à 15h pour l'audition de Monsieur Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, dans le cadre de nos travaux d'enquête sur les écarts de prévision fiscale et budgétaire 2023-2024. Merci, chers collègues.